Bonjour les secondes pro, j'espère que vous allez bien. Donc du coup on se retrouve aujourd'hui, après quand même un bon moment d'absence en vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour attaquer le chapitre numéro 2 de notre partie 3. Ce chapitre numéro 2 va concerner le théorème de Thalès. Chapitre 2, théorème de Thalès et sa réciproque. Alors ici, je ne vais pas tout reprendre depuis le début, puisque il y a des vidéos déjà sur ma chaîne qui concernent le théorème de Thalès, où j'ai repris entièrement le théorème de Thalès en vidéo. Donc si jamais vous avez besoin de plus de détails, si vous sentez qu'en fait vous avez vraiment besoin de reprendre tout depuis le début, eh ben, je vous conseille d'aller regarder ces vidéos-là. Elles sont dans la section 3e, puisque le théorème de Thalès s'aborde en 3e, donc elles sont dans la playlist 3e, et vous regardez les vidéos du théorème de Thalès. Moi ici, je vais vraiment essayer d'aller à l'essentiel, d'aller synthétiquement, enfin de synthétiser. Donc tout ce qui est l'introduction, tout ce qui est ça, on verra pas, on va directement aller dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le théorème de Thalès? Quand l'utiliser? Comment l'utiliser? Et c'est tout. Alors du coup, on va commencer grand 1 par le théorème de Thalès, et dans le grand 2, on verra sa réciproque. Alors, le théorème de Thalès, c'est un théorème qui va nous permettre de calculer une longueur. Donc, c'est un théorème qui va permettre de calculer une longueur par proportionnalité, c'est-à-dire en fait par un produit en croix, ou par une règle 2-3, vous appelez ça comme vous voulez, par proportionnalité, entre parenthèses, en utilisant un produit en croix. Donc vraiment, le théorème de Thalès, ça va permettre de calculer une longueur. Et pour être capable d'utiliser le théorème de Thalès correctement, il faut être à l'aise avec le produit en croix aussi. Donc déjà là, deux informations importantes. Si le produit en croix te pose un problème, et ben déjà le théorème de Thalès, tu n'arriveras pas à l'utiliser correctement, aller jusqu'à la fin de l'exercice. Tu pourras faire le début, mais la fin, tu ne pourras pas. Donc il faut vraiment que tu sois à l'aise avec le produit en croix. Ce théorème-là, on ne va pas l'utiliser n'importe quand, dans n'importe quelle figure. Il y a vraiment deux figures classiques du théorème de Thalès. Il s'utilise dans deux figures types. On a ce qu'on appelle la conformation classique. T'inquiète pas, on va voir en dessous ça va être quoi. Et la conformation papillon. La conformation papillon s'appelle aussi sablier. Ça dépend, papillon entre parenthèses ou sablier. Alors vraiment, moi, comment je t'encourage à regarder cette vidéo, enfin à suivre ce cours, il ne faut pas que tu rates les explications que je dis à l'oral aussi. Enfin, que je dis en fait, parce que je ne vais pas les dire par écrit. C'est-à-dire que du coup, il faut que quand j'écris, tu restes concentré sur l'écriture, tu écris. Si tu m'as entendu parler pendant ce temps-là pour dire autre chose que ce qui est écrit, eh ben, tu reviens un peu en arrière, une fois que tu as fini d'écrire, et tu écoutes les explications. Donc du coup, théorème de Thalès, tu l'utilises si tu es dans une conformation classique ou une conformation papillon, alors qu'on te demande de calculer une longueur. Ça va pour l'instant. Maintenant, on va attaquer justement les conformations classiques et les conformations papillons. Donc on va mettre un petit 1, conformation classique. Et on va voir justement c'est quoi cette conformation classique. On va passer un peu de temps sur la conformation classique pour voir les bases du théorème de Thalès
puisque dans la conformation classique et la conformation papillon, on utilise les mêmes bases. Donc on va passer du temps sur la conformation classique, et après tu verras que la conformation papillon, si tu as bien suivi ce que j'ai dit dans la conformation classique, si tu prends les bons réflexes dans la conformation classique, et bien dans la conformation papillon, ça va être vraiment très très simple. Alors, petit 1, conformation classique. Alors, une conformation classique, c'est quoi? C'est un grand triangle avec une droite parallèle à un de ses trois côtés qui va couper les deux autres côtés. C'est-à-dire, en fait, on va se retrouver avec un grand triangle. Alors, donc ici, les figures, je vais te demander de les faire. On va avoir 3 figures. Donc, j'ai dit, on a un grand triangle. Et en fait, à partir de ce grand triangle-là, on va tracer une droite qui va être parallèle à un de ces trois côtés. Par exemple, on va commencer par tracer une droite ici parallèle à ce côté-là. Et il faut que cette droite, elle coupe le grand triangle. C'est-à-dire que je peux construire une droite parallèle ici, hein. C'est mon trait rouge. Ça, c'est bien parallèle à ça. Mais bon, mon trait rouge ne coupe pas ma figure. Donc ça ne marche pas. Je peux le faire aussi ici, hein. Mes deux traits sont parallèles, mais mon trait rouge ne va pas couper ma figure. Donc non, il faut que ma droite parallèle coupe ma figure. Par exemple, comme ça. Là, ça marche. Ça marche parce que du coup, ma droite rouge coupe mes côtés bleus. Ça, c'est une conformation classique. A, B, C. Et ici, on a D. Mais ici, tu es d'accord avec moi, j'ai décidé de tracer la droite parallèle au côté du bas. J'aurais très bien pu faire une droite parallèle pour couper, enfin une droite parallèle à ce côté-là, au côté AC. Ou alors j'aurais pu faire une droite parallèle au côté AB. C'est pour ça que je t'ai dit qu'on allait faire 3 conformations classiques. Donc on va faire 3 fois le triangle ABC. Ici on avait la droite rouge qui était parallèle à BC. Là, on va faire la droite rouge parallèle à AC. Et pareil, il faut que ça coupe la figure. Donc, tu ne me traces pas la droite AC, la droite rouge parallèle à AC ici. Ça n'a aucun intérêt. Il faut que ça coupe ta figure bleue. Il faut que ça coupe ton triangle ABC, tout simplement. Donc, on a ça. Ici, on a DE. Et on va faire le troisième triangle. Alors, A, B, C. Et cette fois-ci, il faut que ça soit parallèle au dernier côté qu'on n'a pas fait, c'est-à-dire A, AB. Donc on va faire ça comme ça. Alors on va quand même essayer de faire en sorte que ça soit un minimum parallèle. Et ici on a D. Voilà, donc ce sont ça les conformations. Ça c'est les conformations classiques. C'est en fait tout simplement, si tu regardes bien, ça va nous donner 2 triangles. Un grand triangle qui va contenir un petit triangle. Ici, le grand triangle, c'est ABC, et le petit triangle, c'est ADE. Ici, le grand triangle, ça reste ABC. Par contre, ici, le petit triangle, c'est BDE. Et enfin, ici, le grand triangle, c'est ABC, et le petit triangle, c'est CDE. Donc dans la conformation classique, on a forcément deux triangles, entre parenthèses, un grand et un petit, un grand et un petit. Ces deux triangles, ils doivent partager un sommet en commun. Ils doivent avoir un sommet en commun, ils doivent partager le même sommet. Un sommet, je te rappelle, c'est un des points du triangle. Une des extrémités du triangle, si tu préfères. Ici, mes deux triangles, j'ai ABC et j'ai ADE. Le sommet que ces deux triangles ont en commun, c'est A, puisque A, il est à la fois dans le grand triangle et à la fois dans le petit triangle. Ici,
Mes deux triangles, je te rappelle, c'est c'est ABC et c'est BED. Ben, ici, le sommet qu'ils ont en commun, ces deux triangles, c'est le B. Ici, le sommet qu'ils ont en commun, c'est le C, puisque j'ai ABC et j'ai CDE. Donc on aura deux triangles, un grand et un petit, partageant un sommet, c'est-à-dire ayant un sommet en commun, on va mettre plutôt comme ça, ce sera peut-être plus simple à comprendre, ayant un sommet en commun, et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Eh ben, c'est ce qu'on a tracé au tout début en rouge. Bon, ils ont deux côtés parallèles. Et deux côtés parallèles. Quand j'écris deux côtés parallèles, ça veut dire un côté du petit triangle est parallèle à un côté du grand triangle. Si tu veux, on peut le noter entre parenthèses. Un côté du petit triangle est parallèle à un côté du grand triangle. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle les conformations classiques. C'est au final, si tu regardes de final, on a quoi? Ben, on a tout simplement un grand triangle avec un petit triangle dedans. Et il faut que on ait des côtés parallèles, deux droites parallèles. Quand tu es dans ce cas-là, tu peux utiliser le théorème de Thalès. Ce qui est très important, le théorème de Thalès, pour l'utiliser, tu dois absolument avoir des côtés parallèles. Si on te donne la figure, mais on ne te dit pas que les droites sont parallèles, tu n'as pas le droit d'utiliser le théorème de Thalès maintenant. Il faut que tu démontres avant que que les droites sont parallèles. Et bien, du coup, maintenant, on va se placer dans une de ces trois-là. En général, on prend la première, parce que c'est la plus simple à représenter, c'est la plus simple à visualiser, du coup, c'est la plus simple à comprendre. On va se placer dans le cas de la première et on va voir en fait ce que le théorème de Thalès nous permet d'écrire. Donc, du coup, on continue. Moi, je vais effacer tout ça. Je vais refaire ma première configuration. Donc toi aussi, je te laisse refaire cette configuration, la première. Donc, on avait dit qu'on avait ça. Alors bien sûr, évite de faire passer ta droite rouge au milieu des segments bleus. Le théorème de Thalès, il marche même si ça passe pas au milieu. Donc ici on a ABC, ici on a DE, et on a bien sûr nos droites parallèles, avec DE parallèle à ABC. Ok. Donc tu vois, on doit te le préciser. Même si sur la figure, tu as l'impression que c'est parallèle, si ce n'est pas indiqué, tu dois le démontrer avant d'avoir le droit d'utiliser le théorème de Thalès, parce qu'il nous faut absolument des droites parallèles pour utiliser le théorème de Thalès. Alors, le théorème de Thalès, en fait, il va te permettre d'écrire ce qu'on appelle des égalités de rapport. Un rapport, c'est une fraction, c'est une division. C'est-à-dire, en fait, tu vas avoir une égalité de fractions. Tu auras même une égalité de 3 fractions. Donc là, ce qu'on va faire, on va prendre à peu près 5 minutes pour voir comment on écrit ces égalités de fractions. D'accord? Mais avant ça, on va mettre la rédaction du théorème de Thalès, parce qu'il faut une rédaction pour le théorème de Thalès de la même manière que tu as une rédaction pour le théorème de Pythagore. Alors du coup, moi, la rédaction, je vais la faire sur la partie droite. Donc je vais garder ma figure à gauche, et moi, je vais faire la rédaction à droite. Donc toi, fais ta rédaction en dessous. Alors, ici, on va utiliser un théorème. Si on utilise un théorème, c'est qu'on va devoir faire une démonstration. Si on fait une démonstration, c'est qu'on a forcément le on sait que, or et donc. Alors ici, on sait que, pour avoir le droit d'utiliser le théorème de Thalès, je t'ai dit, il fallait quoi? Il fallait des droites parallèles. Et est-ce qu'on sait que les droites DE et BC sont parallèles? Oui, puisque c'est indiqué dans l'énoncé. Mais il va y avoir aussi un deuxième point. Il va falloir parler d'un alignement de points. Il va falloir que tu dises que les points sont alignés selon un certain ordre.
Et pour pouvoir faire ça, il faut que tu partes de ton sommet qui est en commun à tes deux triangles. Donc ici, c'est le A. Il va falloir que tu dises que tu as des points alignés en partant de A. Ici, j'ai ADB et j'ai AEC qui sont alignés dans cet ordre. ADB et je vais continuer là. AEC sont alignés dans cet ordre. Bien sûr, entre tes différents points, tu mets des virgules. Parce que si tu ne mets pas de virgule, eh ben, tu parles de triangle. Tu parles plus de points. D'accord? Donc, tu n'oublies pas les virgules. Tu n'oublies pas ici de commencer, bien sûr, par le sommet qui est commun à mes deux triangles. C'est pour ça que j'ai parlé de ça tout à l'heure. Ok, une fois que tu as fait ça, on passe au OR. Et là, on est gentil. On ne demande pas de réciter le théorème de Thalès. C'est pour ça qu'on ne vous a jamais fait apprendre une phrase qui parle du théorème de Thalès, comme, alors qu'à l'inverse, plutôt, pour le théorème de Pythagore, vous avez une phrase que vous devez réciter à chaque fois. Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Mais ici, pour Thalès, il n'y a pas une phrase comme ça. Ici, on met juste ordre après le théorème de Thalès. On a... Et là, on va directement mettre les égalités de rapport, c'est-à-dire les égalités de fraction. Et c'est là où il va falloir être bien attentif. Comme je t'ai dit, hein, on a une égalité, donc égale, et 3 fractions. Et là, maintenant, il va falloir remplir correctement. Or, comment est-ce qu'on fait pour remplir correctement? Tout simplement, on va décider. Donc, ici, on est d'accord? J'ai une partie en haut, et j'ai une partie en bas. D'accord? J'ai ça, ça et ça que je dois remplir, c'est la partie haute. Et j'ai ça, ça et ça à remplir, c'est la partie basse. Ta partie haute, ça va être 3 choses à remplir. Ta partie basse, ça va être 3 choses à remplir ici. Les 3 choses en haut, ça va être les 3 côtés d'un triangle. Les 3 choses en bas, ça va être les 3 côtés de l'autre triangle. Donc ce qu'on va faire déjà, on va décider quel triangle va aller où. Est-ce que je vais mettre le grand triangle, c'est-à-dire ABC, est-ce que je vais le mettre en haut ou est-ce que je vais le mettre en bas? Sache qu'il n'y a pas d'importance. Pour le premier triangle, tu le mets où tu veux, soit en haut, soit en bas, dans l'ordre que tu veux. Le premier, ça n'a pas d'importance. Moi, par habitude, ce que je fais, c'est que je prends toujours le grand triangle, je le mets en bas. C'est une habitude à moi, hein, c'est mon habitude. Toi, tu veux le mettre en haut, tu le mets, il n'y a pas de souci. Donc, je rappelle, hein, je le redis encore, le premier triangle que tu vas placer, tu le places soit en haut, soit en bas, dans l'ordre que tu veux. Mon grand triangle, c'est un triangle à 3 côtés. Moi, je décide de le mettre en bas. J'ai 3 emplacements. Je mets le côté que je veux, dans la fraction que je veux. Il faut juste que j'ai les 3 côtés. Donc ici, je vais mettre AB. Ici, je vais mettre AC. Et ici, je vais mettre BC. Si j'avais envie, j'aurais pu changer les deux, hein, mettre le BC ici et le AC ici. Par contre, ce que je n'ai pas le droit de faire, c'est ça. Si j'ai décidé de mettre les côtés ABC en bas, les 3 doivent être en bas. Donc pour le premier triangle, tu le places soit en haut, soit en bas, et tu mets les 3 côtés dans l'ordre que tu veux. Tu ne te casses pas la tête, tu les mets où tu veux. C'est pas gênant. Par contre, là où il va falloir faire attention, c'est pour le deuxième triangle. Pour le deuxième triangle, donc c'est mon triangle ADE, il va être au-dessus, on a dit, mais je ne vais pas mettre les côtés n'importe comment. Je vais devoir faire ce qu'on appelle, je vais devoir faire correspondre des côtés homologues. Alors, laisse le mot homologue de côté, c'est pas grave, tu dois juste faire correspondre les bons côtés. Pour faire correspondre des côtés, tu as 2 possibilités. Il faut soit que les côtés soient alignés, soit que les côtés soient parallèles. Soit alignés, soit parallèles. Parallèles, rappelle-toi, on a mis ici que des choses étaient parallèles. On a mis que DE était parallèle à BC. Je vais aller regarder dans ma fraction que j'ai BC. Au-dessus, je vais mettre DE.
Comme ça, c'est fait. Celui-là, je sais qu'il correspond, il n'y a pas de problème. Maintenant, il va falloir que je regarde quel côté du triangle rouge. Mon triangle rouge, je vais le refaire. Hein. Il est là. C'est le petit triangle, là. Quel côté du triangle rouge va correspondre au segment AB? Bon, je regarde le segment AB, c'est tout ça. Est-ce que ça, DE, je l'ai déjà utilisé. Donc maintenant, j'hésite entre AD et AE. Des côtés sont homologues, c'est-à-dire des côtés correspondent s'ils sont soit parallèles, comme on avait vu ici. Hein. Ici, DE était parallèle à BC. Donc du coup, DE correspond à BC. DE est homologue à BC. Tu prends le vocabulaire que tu veux. C'est pour ça qu'on avait mis ici DE et BC. Soit aligné. Ici, ben, je regarde AD. Il est aligné avec AB. Donc AD correspond à AB. Donc AD est homologue à AB. Voilà, j'ai plus le choix, il me reste plus que le troisième côté. On regarde si c'est logique ou pas. Est-ce que AE correspond à AC? Bah oui, parce que AE est aligné avec AC. Donc ici, tu vois que le théorème de Thalès, il va te permettre d'écrire celle-là, mais il va aussi te permettre d'écrire l'autre. C'est-à-dire que moi, j'ai décidé que ABC était en bas. Si j'ai envie de le mettre en haut, j'ai tout à fait le droit. Ou et on va réécrire la même chose, mais en inversant tout. Donc on avait, et on avait, ici on avait AD, ici on avait AE, et ici on avait D. Bon, bien sûr, ça, c'est la suite de ça, tu l'écris. Rassure-toi, dans un exercice, on te demandera juste d'en écrire une des deux. Alors, petite remarque. Ici, on va dire que c'est notre fraction numéro 1. Ça, on va dire que c'est notre fraction numéro 2. Et ça, on va dire que c'est notre fraction numéro 3. Alors là, il me faut un peu de place, donc je vais effacer ça, mais j'espère que tu l'as noté. Donc du coup, tu es d'accord avec moi? J'ai le droit d'écrire que 1 égale 2 égale 3. D'accord? Puisque ça c'est 1, puisque ça c'est 2, puisque ça c'est 3. Ces trois choses-là sont égales, donc ces trois choses-là sont égales. Tu as le droit de le réécrire dans l'ordre que tu veux. Si tu veux mettre le 2 égale 1 égale 3, tu as le droit. C'est-à-dire, tes fractions ici, tu peux les changer de place. C'est pas gênant. Mais c'est toutes les fractions que tu changes de place avec la totalité de l'autre fraction. Tu ne me fais pas des mix bizarres. Tu ne me fais pas AD sur AC. Non. Si tu veux changer de place, tu prends toute cette fraction-là, et c'est ces deux-là que tu changes de place. Ou alors, tu peux changer celle-là et celle-là. Ou alors, tu peux changer celle-là et celle-là. En fait, tu as toutes les possibilités possibles, tu as toutes les combinaisons possibles. À partir du moment où tu as bien écrit tes fractions, c'est les fractions entières qui changent. Donc ça veut dire que moi, à chaque fois que je vais faire des corrections d'exercice, ce qu'il va falloir regarder, c'est pas dans quel ordre j'ai mis mes fractions, mais plutôt, est-ce que vous avez la même fraction que moi à un moment donné? Si au lieu d'écrire AD sur AB égale AE sur AC égale DE sur BC, vous avez commencé par DE sur BC, après vous avez mis AD sur AB, et après vous avez mis AE sur AC, c'est juste. C'est tout à fait juste, c'est pas gênant. Voilà, donc ça c'était une petite remarque. Donc ici dans ma démonstration, tu vois, j'ai mon on sait que, j'ai mon or. Et pour avoir la dernière partie, pour avoir le donc, j'ai besoin d'avoir la question de l'énoncé. C'est là où c'est un peu spécial, j'ai besoin d'avoir la question de l'énoncé pour continuer. Et pour pouvoir faire mon produit en croix. Donc ce que je te propose de faire ici, c'est de revenir sur la figure de début, et on va se poser une question. Alors, pour pouvoir faire le théorème de Thalès correctement, et ça, c'est bien sûr, c'est au professeur de s'en assurer, donc là-dessus, tu n'as pas forcément d'inquiétude à avoir. Il va falloir que tu respectes deux conditions. Il va falloir que le professeur respecte deux conditions ici pour remplir ses fractions correctement. Parce que pour pouvoir continuer, il te faut des longueurs dans ton énoncé. Et il te faut, en fait, que tu puisses remplir une fraction entièrement. Il faut que tu aies une fraction entière que tu puisses remplir. Donc, c'est-à-dire, il faut que je connaisse soit toute ma fraction numéro 1, soit toute ma fraction numéro 2, soit toute ma fraction numéro 3.
C'est-à-dire, quand je dis connaître toute ma fraction numéro 1, c'est-à-dire connaître la longueur AD et AB, les deux longueurs. Quand je dis connaître toute ma fraction numéro 2, c'est-à-dire connaître AE et AC. Et pareil pour la fraction numéro 3. Ça, tu as besoin d'une fraction où tu connais tout dedans, c'est ce qu'on appelle la fraction de référence. Ici, on va s'en donner une de fraction de référence. On va prendre la fraction numéro 3. Donc du coup, je dois connaître la longueur DE et la longueur BC. Bon, on va mettre ici 7. Et on va mettre ici 10,5. Alors, ça, je vais le mettre en bleu pour que ça reste cohérent avec le code couleur. 10,5. Ensuite, ça c'est la première chose, hein, comme je t'ai dit, il te faudra deux choses. La première, c'est de connaître tout dans une fraction. Et ici, j'ai choisi la fraction numéro 3. La deuxième chose, c'est il faut que dans une des deux autres fractions, tu ne connaisses qu'une des deux choses. Donc, c'est-à-dire ma fraction numéro 3, je connais tout dedans. Il faut que dans ma fraction numéro 1 ou ma fraction numéro 2, eh ben, il faut que je connaisse une des deux choses. Donc ici, on va se placer dans la fraction numéro 2. Donc dans ma fraction numéro 2, il va falloir que je connaisse soit AE, soit AC. Donc c'est-à-dire que ton professeur, dans ton énoncé, il va devoir te donner soit AE, soit AC. Nous, on va prendre AE. AE, on va dire que c'est 4. Et bien du coup, tu dois être sûr et certain qu'ici, la question va porter sur AC. C'est-à-dire, en fait, dans le théorème de Thalès, la longueur que tu vas devoir chercher, hein, rappelle-toi, on a mis tout au début, le théorème de Thalès sert à calculer une longueur. La longueur que tu dois calculer, c'est tout simplement l'élément manquant de la fraction en question. Donc ici, dans ma deuxième fraction, je t'ai dit, on n'a mis que AE, donc il me manque AC. Et bien le théorème de Thalès va permettre de calculer ici cette longueur AC. Donc ici, bah, je vais continuer là. Donc je vais continuer la deuxième partie du OR avant de faire le donc. Donc ici, on a juste à remplacer. Tu remplaces les longueurs que tu connais là-dedans. AD, ben, on ne connaît pas, donc on garde AD. AB, on ne connaît pas, ben, on garde AB. AE, on a dit qu'on connaissait, donc j'écris 4. AC, je ne connais pas. DE, ben, je connais, hein, c'est 7. Et BC, ici, je connais, c'est 10. Quand tu vas vouloir utiliser ton théorème de Thalès, il faut toujours que tu sois dans cette configuration-là, c'est-à-dire une fraction où tu connais tout dedans et une fraction où tu connais qu'une des deux choses. Et il faut qu'en plus, que la question qu'on te pose, c'est de chercher la longueur manquante dans ta fraction, où tu connais qu'une seule des deux choses. Donc ici, la question qu'on devrait avoir, c'est calculer la longueur AC. Pour cet exercice-là, dès le début, on aurait dû avoir comme question calculer la longueur AC. Puisque ici, le théorème de Thalès va me permettre de calculer AC. Je le répète une autre fois, hein, d'une autre manière, on ne sait jamais. Le théorème de Thalès, en fait, il va te permettre de calculer une longueur manquante dans une fraction où tu connais soit le numérateur, soit le dénominateur, en utilisant comme référence une fraction où le numérateur et le dénominateur sont tous les deux connus. Donc quand tu te retrouves à cette étape-là, c'est-à-dire que tu as tes trois fractions, tu en as une, tu connais tout dedans. Tu en as une, tu ne connais qu'une des deux choses et tu cherches à trouver l'autre chose. Et bien pour continuer, tu vas réécrire justement ces deux fractions-là. Tu vas abandonner la fraction qui ne t'intéresse pas. Donc ici, le AD sur AB, je ne l'utiliserai pas, je vais la jarter, je ne vais pas l'utiliser. On a donc 4 sur AC est égal à 7 sur 10,5. Et bien là, du coup, on va pouvoir utiliser notre produit en croix. On l'écrit, hein, par égalité des produits en croix, on a
on a notre AC qui va être égal à ça fois ça divisé par ça. C'est pour ça que je t'ai dit le produit en croix, il faut que tu sois à l'aise dessus parce qu'on va l'utiliser. Donc ici, 4 fois 10,5 divisé par 7. Et si on fait ça, on va trouver 42 divisé par 7, c'est-à-dire 6. AC égale 6. On n'oublie pas de conclure, donc AC vaut 6. Alors ici, j'ai pas mis d'unité, j'ai pas mis que c'était des centimètres, des millimètres, des kilomètres. Donc il n'y a pas d'unité tout le long de l'exercice. Si j'avais mis des unités, bah, on aurait mis des unités qu'à la fin. Voilà, donc ici, le théorème de Thalès, tu vois, il m'a permis de calculer AC en utilisant une fraction de référence, c'est-à-dire une fraction que je connaissais à la fois le haut, à la fois le bas, alors que ma longueur en question, eh ben, je connaissais l'autre élément de la fraction. C'est-à-dire que si la longueur que vous devez chercher est un dénominateur, comme ici, vous devez connaître le numérateur. Mais si par contre la longueur que vous devez chercher est un numérateur, eh ben, alors vous devez connaître son dénominateur. Donc ça, c'est pour la conformation classique. Et donc, tu vois bien que tout cet exercice-là, donc si tu veux, tu peux mettre la question dans la marge, hein, quand tu as fait ta figure, quand tu as placé tes longueurs, tu peux mettre dans la marge calculer AC. Bah, tu vois bien du coup que tout cet exercice repose sur nos égalités de rapport, c'est-à-dire nos égalités de fractions, c'est-à-dire ma fraction 1, ma fraction 2, ma fraction 3. Si tu n'arrives pas à les écrire correctement, tout ton exercice va être fou. Parce que tu n'auras pas les bons nombres, tu n'auras pas les bons côtés aux bons endroits, donc tu n'auras pas les bonnes longueurs aux bons endroits, donc tu n'auras pas le bon produit en croix, donc tu n'auras pas le bon résultat. Donc ce qui est vraiment important, c'est de réussir à écrire les 3 fractions correctement. Et après, une fois que tu as réussi à écrire les 3 fractions correctement, bah, la suite, c'est quoi? C'est je remplace par les valeurs que j'ai dans l'énoncé et je fais mon produit en croix. Donc vraiment, la difficulté, c'est d'écrire les 3 fractions correctement. Donc ça, c'est pour la conformation classique. On va faire, ou alors on va peut-être... On va faire du coup la conformation papillon. Donc le petit 1, il est fait. Hein. Pour moi, je pense qu'il est préférable pour vous que dans le petit 1, vous ayez juste un exemple type où vous voyez les différentes étapes, ça se fait dans quel ordre. Alors, bien sûr, on pourrait faire un autre exemple où cette fois-ci, la longueur à chercher ne serait pas un dénominateur, mais serait un numérateur. Ça changerait juste. Ici, vous imaginez, on inverse les deux, là on inverse les deux, c'est tout. Après, si vous avez des questions, si vous voulez vraiment un autre exemple, vous m'envoyez un message sur la plateforme, et puis bah, moi je verrai ça, je vous en referai un, il n'y a vraiment pas de souci. Alors, donc on a dit petit 2, conformation papillon, ou alors conformation sablier, c'est la même chose. Conformation, on va mettre sablier. Il n'y a vraiment pas de préférence entre sablier et papillon, hein, vraiment. Juste moi personnellement, je préfère conformation dire sablier parce que bah, pour moi ça a plus la forme d'un sablier que d'un papillon. Après, en fait, on aura toujours dans le théorème de Thalès, que ce soit la conformation classique ou la conformation papillon, tu auras toujours 2 triangles, un petit et un grand, et tu auras toujours 2 droites parallèles. Sauf que cette fois-ci, les 2 triangles ne sont... Et tu auras toujours un sommet en commun. Sauf que cette fois-ci, mon petit triangle n'est pas dans le grand triangle. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai 2 droites qui se coupent. Et en fait, j'ai les extrémités ici qui sont parallèles. Donc ici, ça a la forme d'un nœud papillon, hein, pour les gens qui ne savent pas bien dessiner. Et si tu le tournes pour l'obtenir verticalement, tu obtiens un sablier. Bah, ici, du coup, j'ai bien 2 triangles, un petit et un grand, un petit et un grand. J'ai bien 2 droites parallèles,
j'ai bien un sommet en commun. Bien sûr, on va nommer tout ça. Hein. Alors, donc on va dire que c'est A, B, C. Et ici, on va dire D, pour rester original. Et ici, qu'est-ce qu'on a avec... On a deux droites qui sont parallèles. Ici, c'est AB et DE. Voilà. Alors ici, on ne va pas faire comme tout à l'heure. C'est-à-dire que là, dès le début, je vais te donner les informations et je vais te donner la question. Comme ça, tu n'auras pas besoin de revenir en arrière. Donc, ici, on va mettre 3 cm. Ça nous permettra de voir quand il y a les unités de longueur, comment ça marche. Ici, on aura 12 cm. Alors bien sûr, quand tu vas reproduire ta figure, ne la fais pas à l'échelle. Fais juste un schéma et rajoute les unités après, c'est pas gênant. Ici, on va avoir 7 cm. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que ici, on aura 15 cm. Et ici, la question, ça va être quoi? Ça va être calculer AC et CD. On aura deux longueurs à calculer. Et ici, les deux longueurs, on va les faire quasiment en même temps. Et pourquoi j'ai mis deux longueurs? Tout simplement parce qu'il y en aura une qui sera numérateur et l'autre qui sera au dénominateur. Comme ça, ça te permettra de voir que ça ne change pas vraiment. Donc ici, c'est ce qu'on va faire. Donc, comme tout à l'heure, je vais me mettre à droite. Je vais commencer la rédaction. Ça va être la même rédaction quasiment. Hein. On aura des droites parallèles, des points alignés. Sauf qu'ici, les points alignés, il va falloir faire attention. Alors, on y va. Donc, on sait que... Donc, comme je t'ai dit, on a deux points. Le premier, c'est de dire que les droites sont parallèles. Ici, j'ai bien deux côtés de mes triangles qui sont parallèles, AB et DE. Donc, AB parallèle à DE. On n'oublie pas bien sûr de mettre ça entre parenthèses parce que ce sont des droites. On dit que c'est des droites qui sont parallèles. On ne dit pas que ce sont des segments qui sont parallèles. On dit que ce sont des droites. Deuxième point. Le deuxième point à mettre, c'est l'alignement justement des points. Alors ici, on ne va pas partir du sommet qui sont en commun. Mais on va aller de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Et on va essayer de respecter cet alignement. Si je vais de la gauche vers la droite, je vais croiser les points A, C et E. Et si je vais toujours de la gauche vers la droite, je vais croiser les points B, C et D. D'accord? Donc ici, pour respecter cette histoire d'alignement des points, tu décides dès le début, est-ce que tu vas de la gauche vers la droite, et tu regardes les points que tu vas croiser sur les deux autres droites que tu n'as pas utilisées. Je m'explique. Ici, ma figure ici, elle est constituée de 3 droites. 4 droites, excuse-moi. J'ai la droite AB et la droite DE. Ces deux droites-là sont parallèles. Je les ai utilisées ici. Donc, il ne me reste plus que les droites AE et les droites BD. Sur les deux droites qui vont te rester, tu vas décider d'aller d'un côté vers l'autre et tu dis tout simplement les points que tu croises. Mais il faut toujours que tu respectes la même direction. C'est-à-dire, si ici je décide d'aller de la gauche vers la droite, sur ma droite AE, sur la droite BD, je devrais aussi aller de la gauche vers la droite. Si je décide d'aller de la droite vers la gauche pour ma droite BD, il faudra que j'aille. Faudra aussi aller, je vais changer parce que j'ai un peu de mal avec ce motif. Faudra aussi aller de la droite vers la gauche pour la droite AE. L'important, c'est que quand tu aies terminé tes deux points-là, il faut que tu aies pu traiter tes 4 droites. 2 droites où c'est parallèle, et les 2 autres droites où c'est un alignement dans le même ordre. Moi, par habitude, j'ai l'habitude de lire et écrire de gauche à droite, je vais aller de gauche à droite.
Sur ma droite AE, de gauche à droite, eh ben, je croise A, C et E. Pour l'autre, de la gauche à la droite, je croise B, C et E. Donc on écrit A, C, E et B, C, D sont alignés dans cette. Alors, petite astuce aussi, quand tu as terminé, quand tu es dans une conformation papillon, ton sommet central, le sommet en commun, il se retrouve toujours au milieu. Les deux premiers que tu mets, ils doivent appartenir au même triangle. Et les deux derniers que tu mets, donc ici que j'ai symbolisé par une croix, hein, doivent aussi appartenir au même triangle. D'accord? Donc, dans une conformation classique, dans une conformation papillon, c'est comme ça. Tu peux vérifier que c'est bon ou pas. Juste en faisant ça, tu regardes si ton sommet central, enfin ton sommet en commun à tes deux triangles, il est bien au milieu. Tu regardes bien que tes deux premiers points, donc ici A et ici B, ils sont dans le même triangle. Ici A et B, ils sont bien dans mon petit triangle, donc c'est bon. Et le point E, et les points E et D, qui sont ici, est-ce qu'ils appartiennent aussi au même triangle? Bah oui, ça appartient à mon grand triangle. D'accord? Ça, c'est pour la conformation Sabio, la conformation papier. Dans la conformation classique, on a dit que c'était différent. D'accord? Ok. Ça, c'est le on sait que. Le OR, donc OR d'après le théorème de Thalès, virgule, on a. Et on va avoir quoi? Ben, on va avoir nos trois égalités de rapport, c'est-à-dire nos trois égalités de fraction. J'aurai ma fraction numéro 1 est égale à ma fraction numéro 2 est égale à ma fraction numéro 3. Je te rappelle, hein, comment on fait pour compléter ça? On choisit un de nos deux triangles. Parce que je te rappelle, dans ma figure, c'est composé de deux triangles ayant un sommet en commun et deux côtés parallèles. Donc je prends un des deux triangles, celui que je veux. Ici, on va prendre le petit triangle. On va prendre le triangle A, B et C. A, B, C, il a trois côtés. Et bien, je vais décider de mettre A, B et C, soit sur mes trois numérateurs, soit sur mes trois dénominateurs, soit l'un, soit l'autre. Je vais décider de le mettre en haut. C'est un choix personnel, j'aurais pu décider de le mettre en bas. De la même manière que plutôt que de choisir le triangle ABC au début, j'aurais pu prendre le triangle CDE. Il faut faire un choix. Vous prenez celui que vous voulez. Vous avez le choix. Donc ici, on va prendre ABC et on va décider de le mettre en haut. Donc ici, ABC, ben je mets les trois côtés du triangle ABC. Je les mets à nouveau dans l'ordre que je veux, tant que ça reste les trois au-dessus. Donc ici, on va mettre AC. Ici, on va mettre BC. Et là, on va mettre AB. Maintenant qu'on a fait ça, on passe au deuxième triangle. Le deuxième triangle, il a aussi trois côtés. Et je sais que les trois côtés vont devoir être placés en bas. Et ils ne vont pas être placés en bas n'importe comment. Il va falloir faire correspondre les bons côtés. Il va falloir trouver qui correspond à qui est homologue à qui. Alors ici, je regarde mon triangle CDE. Et la règle n'a pas changé. Deux côtés vont correspondre, vont être homologues lorsqu'ils sont soit parallèles, soit alignés. D'accord? Soit parallèles, soit alignés. Je vais le redire une troisième fois. Soit alignés, soit parallèles. Ok, je pense que tu as dû comprendre que ça faisait référence au on sait que qui était ici, qui nous disait que deux côtés étaient parallèles, qui nous disait que AB était parallèle à DE. Donc que AB correspond à DE. AB, il est là, donc en bas, je sais que c'est forcément DE. Bon, on a placé DE, on a placé ce côté-là. Maintenant, il faut trouver qui correspond à AC. Bon, je regarde, AC, il est là. Est-ce que j'ai un côté qui est parallèle à AC? Non. Est-ce que j'ai un côté qui est aligné avec AC? Oui, c'est CE. Donc, CE correspond à AC. Pour BC, je regarde BC, il est là. Est-ce que j'ai un côté qui lui est parallèle? Non. Est-ce que j'ai un côté avec lequel il est aligné? Oui, c'est CD. Donc j'écris CD.
Ici, et là, du coup, j'ai mes 3 fractions. Ici, à aucun moment, je ne dois avoir ce grand côté-là, AE, qui intervient dans mes fractions. À aucun moment, je dois avoir le grand côté BD qui intervient dans mes fractions. Dans mes fractions, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés qui interviennent parce que j'ai 2 triangles. Chaque longueur ici, c'est une longueur d'un de mes 2 triangles. AE, il n'est pas dans un triangle, donc il ne rentre pas dedans. Il ne doit pas être là-dedans. D'accord? C'est important parce que il y en a certains qui font cette erreur-là. Identifiez bien vos triangles, faites-les correspondre tranquillement. Ok, maintenant qu'on a fait ça, eh ben on remplace par ce qu'on connaît. C'est-à-dire que, normalement, vous sautez une ligne et vous réécrivez la même chose en changeant. Moi, je suis au tableau, je peux effacer certaines choses, donc je ne vais pas me gêner, mais vous, du coup, vous écrivez en dessous. Alors, AC, est-ce qu'on connaît? Ah non, hein, rappelle-toi, c'est ce qu'on demande de chercher. On demande de trouver 2 longueurs. On demande de trouver AC et CD. Donc AC, je ne connais pas, donc je le laisse AC. CE, il se trouve que je le connais. C'est 15. Donc c'est 15 cm, mais tu vois, dans mes fractions, je ne mets pas le centimètre. Le centimètre, il apparaîtra vraiment à la toute fin. BC, je connais, c'est 7. CD, bah, je ne connais pas parce qu'on me demande de le trouver. AB, c'est 3. Et DE, c'est 12. Et là, on peut voir qu'on va pouvoir répondre, on va pouvoir résoudre le problème. Pourquoi? Parce que j'ai bien mes 2 types de fractions que je t'ai dit. Une fraction, donc 3 sur 12, où je connais tout dedans, qui est ma fraction de référence. Et j'ai une fraction dans laquelle je connais quelque chose, et ce que je cherche, c'est ce qu'on me demande. Donc pour ma première, je connais le dénominateur, et je veux trouver le numérateur, parce que je veux trouver AC, hein, c'est dans la consigne. Et l'autre, celle-là, hein, bah, je veux chercher CD, alors que je connais le numérateur. Donc ça marche. Donc à chaque fois, il faut que ce qu'on te demande de chercher se trouve dans une fraction où tu connais l'autre élément. Ici, dans ma fraction, je cherche AC, mais je connais l'autre élément, c'est-à-dire le dénominateur. Ici, je cherche CD, alors que je connais l'autre élément, c'est-à-dire le numérateur. Donc il faut toujours que tu sois dans cette configuration-là quand tu remplaces des longueurs. Il faut toujours que ce que tu cherches se trouve dans une fraction où tu connais l'autre élément et où tu as bien sûr une fraction de référence. Ok, et bien maintenant il ne nous reste plus qu'à faire le produit en croix. Alors, donc ici bien sûr, pour trouver AC, on va utiliser cette fraction-là et on va utiliser celle-là. Pour trouver CD, on va utiliser cette fraction-là et on va utiliser celle-là. D'accord? Donc ça va nous faire 2 produits en croix à mettre en place. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir les rouges égales entre elles. Hein. Donc AC sur 15 est égal à 3 sur 12. Donc on a AC qui va être égal à 15 fois 3 sur 12. 45 divisé par 12. Voilà. Ça nous donne 3,75. Donc AC vaut 3,75 cm. On l'écrit, hein, donc AC vaut 3,75 cm. Et ensuite, eh ben, on va calculer CD. Alors maintenant qu'on connaît AC, ben, je vais me retrouver avec ça. C'est-à-dire que j'ai 2 fractions où je connais tout dedans. Du coup, ben, je me pose la question, quelle fraction de référence je vais prendre pour calculer CD? Ben, en fait, je te donne la réponse. Hein. Utilise toujours la fraction où tu n'as pas fait de calcul dedans. C'est-à-dire la fraction où tu es sûr que tout est juste. Parce que si j'utilise ces 2 fractions-là pour trouver CD,
Bah, imaginons que mon 3,75 était faux, et ben mon CD va à nouveau être faux. Je vais continuer à faire quelque chose de faux. Donc, je joue la sécurité. J'ai trouvé 3,75, bon, c'est moi qui l'ai fait, donc je sais que c'est juste. Hein. Sauf si j'ai fait une erreur de frappe ou autre, dans ce cas-là, bah, je vous laisserai me le dire. Mais je me mets à la place d'un élève, bon, je suis dans un contrôle, je suis un peu stressé. Bon, j'ai trouvé le 3,75, ça se trouve j'ai fait une erreur, personne n'est à l'abri d'une erreur. Bah, donc du coup, je vais plutôt prendre les valeurs, la fraction où je suis sûr que tout est juste dedans, le 3/12. Comment je sais que c'est juste? Bah, parce que c'est donné dans l'énoncé. Donc ici, on va faire la même chose, on va prendre notre fraction de référence, 3/12, et on va prendre la fraction dans laquelle on recherche la longueur, c'est-à-dire CD. Donc on va avoir 7 sur CD, qui va être égal à 3/12. Donc, CD va être égal à, et ici je fais mon produit en croix, hein, 7 fois 12 divisé par 3. Donc on va se retrouver 7 fois 12, 84. 84 divisé par 3. Attendez. Ah, je vais taper sur calculatrice. 84 divisé par 3, ça va me donner 28. « 28 cm. Donc CD vaut 28 cm. Alors bien sûr, là je fais exprès d'aller chercher ma calculatrice et de faire comme si j'étais en classe, enfin en contrôle en tant qu'élève. Après, vous allez voir que je vais vous donner des petites astuces pour... Il y a certains exercices où on peut directement trouver le résultat. Donc ici, on a trouvé le 28 cm. Et ici, on avait dit qu'on avait 3,75 cm. Voilà, donc on a fini. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein. Je vais vous donner bien sûr des exercices à faire pour vendredi. Ces exercices-là, je vais vous demander du coup de me les remettre sur la plateforme. Donc je vais vous créer une petite section devoirs. Vous les mettez dedans. D'accord? Les exercices en question, ce sera un PDF que je vais vous joindre avec la vidéo. Si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me contacter sur la plateforme, il n'y a pas de problème. Vous avez un canal privé, vous m'envoyez un message. Si jamais il y a besoin que je reprenne avec vous tel ou tel point, et ben vous m'envoyez un message, vous me dites monsieur, oh, j'ai vraiment pas compris ce que vous avez fait à cet endroit-là, ou alors j'ai pas compris ce que vous avez fait tout court. Hein. Bah, dans ce cas-là, vous m'envoyez un message, moi je vais essayer de trouver un petit créneau pour lancer un petit vocal en privé avec toi, et puis bah, tout simplement essayer de te réexpliquer. D'accord? Le but, c'est que vous compreniez. Le but... Mais bon, bien sûr, je t'encourage quand même à essayer de comprendre. C'est pas juste tu lances la vidéo et puis tu joues sur ton tel en parallèle et après tu me dis que tu n'as pas compris. Il faut quand même que ça reste cohérent. D'accord? Et ben donc, du coup, je vous souhaite une excellente journée, les secondes pro, et puis ben, je vous dis à vendredi. Bonne journée.